je pense aussi que nos vies ont moins de valeur. Une femme qui meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon, moi je me demande juste comment est-ce que la société réagirait s'il s'agissait d'hommes. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, ça se dit pas. Mais si les hommes se comportaient comme les femmes, la France économiserait près de 100 milliards d'euros chaque année. C'est énorme et en ce moment on sait qu'on a besoin de faire des petites économies, de renflouer le budget, donc ça pourrait être une très bonne idée. Et mon invité du jour a certainement des solutions à leur proposer. Lucie Pétavin, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors toi tu es essayiste et historienne, ça veut dire que ce travail de fou que tu as fait, alors déjà dans ce premier livre qui s'appelle Le coût de la virilité, il est documenté. C'est pas ton avis, ton ressenti, ce que tu penses, c'est pas une vengeance sur les hommes, etc. C'est vraiment un sujet vraiment documenté avec des études sérieuses et des chiffres, notamment les presque 100 milliards. C'est pas 100 milliards, c'est un peu moins. Hein. Ouais. Donc le coût de la virilité, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est vraiment? Effectivement, mon travail c'est une approche économique et statistique de la violence masculine dans la société. Et donc le coût de la virilité, ce sont les conséquences financières et humaines qui sont liées à une surreprésentation des hommes comme auteurs de délits, de crimes par rapport aux femmes, et qui se traduit dans les dépenses publiques en termes de frais de justice, de police, etc. Et donc ce que j'ai estimé, c'est combien est-ce que la France, mais ça peut être la même chose dans tous les pays, économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes, c'est-à-dire s'ils commettaient aussi peu de faits de délinquance et de criminalité qu'elles. Voilà, alors c'est pas 100 milliards pile, hein, c'est un petit peu moins, c'est 95... C'est 95,2 milliards d'euros par an, mais voilà, il faut savoir que c'est une estimation, donc c'est pas un chiffre exact. L'idée c'était de donner un ordre de grandeur pour qu'on puisse avoir une conscience plus objective des conséquences de la masculinité toxique sur la société. Donc effectivement, je suis arrivée à 100 milliards d'euros par an, mais c'est largement sous-estimé. Quand tu dis que c'est sous-estimé, ça veut dire que ça coûte peut-être encore plus cher? Je pense bien plus cher que ça, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a des difficultés quand on fait cette étude à avoir accès aux données ventilées par sexe par chaque type d'infraction. Donc on pourra y revenir, mais il y a encore un impensé sur la surreprésentation des hommes comme auteurs de tous les faits de violence. Et puis la deuxième raison de la sous-estimation, c'est parce que bien sûr, il y a un grand nombre d'infractions qui ne font pas l'objet d'une poursuite pénale et donc j'ai pas pu les prendre en compte dans mon calcul. Oui, ils sont pas comptabilisés dans ce cas-là. Voilà, c'est ça. Alors, tous les hommes ne sont pas mauvais, bien évidemment, mais on attribue toujours la violence à la masculinité. C'est pas naturel d'être violent, qu'on soit un homme ou une femme. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle de la violence des hommes, il y a beaucoup d'arguments qui reviennent. Alors le plus connu, voilà, si on doit en citer un, c'est peut-être celui de la testostérone. On a cette idée que la testostérone est à l'origine de la violence des hommes parce que c'est une hormone qui est produite en plus grande quantité chez les hommes que chez les femmes. Bon, déjà, c'est pas une hormone qui est exclusivement masculine, mais les hommes en produisent plus. On a cette idée, en fait, qu'elle est à l'origine de la violence parce que c'est une hormone qui joue un rôle important chez les hommes dans le développement des poils, dans le développement de la musculature. En fait, des attributs qu'on considérait être comme virils. Mais les poils et les muscles, c'est pas ça qui rend violent. Tout à fait, mais c'est l'idée qu'on en a. Et effectivement, les études récentes qui ont été faites sur le sujet, avec une méthodologie rigoureuse, avec des échantillons de population randomisés, montrent que chez un même individu, cette hormone, elle peut être aussi bien liée à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et ce serait bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormone augmenterait. Et ça a été corroboré par des études qui ont été faites sur des primates, parce qu'on s'est aperçu que chez les chimpanzés, où ce sont les mâles qui dominent, ils ont des niveaux de testostérone élevés, alors que chez les bonobos, ce sont souvent les femelles qui dominent. Et là, les mâles ont des niveaux de testostérone bas. Donc on voit finalement comment cette hormone, elle fluctue en fonction du rôle social dans lequel se trouvent les hommes. Donc c'est la société qui nous rendrait violents. Exactement, c'est le rôle dans lequel la société nous met. Voilà. Je ne suis pas un homme, mais... ça pourrait avoir une influence sur moi en fonction de l'éducation que j'aurais potentiellement reçue. Tout à fait. Ce qui m'interpelle, c'est comment se fait-il qu'en 2025, avec ces études, on en soit encore à véhiculer ces idées voilà, qui quelque part légitiment la violence. Et alors pourquoi est-ce qu'on a des images aussi figées, justement, comme tu viens de le dire, on est en 2025, sur le rôle des hommes et des femmes dans la société? Parce que quand même en 2025, je veux dire, on est éduqués, on a lu des choses, on nous a alertés,
enfin, je veux dire, on parle de la violence, on parle de tout ça. Comment on en est encore sur ces vieux stéréotypes qui datent de, je sais pas quand d'ailleurs, mais qui doivent dater d'il y a très très longtemps? Ouais, qui datent depuis la Grèce antique, l'époque antique, donc c'est quelque chose qui est aussi culturellement là depuis extrêmement longtemps, qui se transmet, qui a été les rapports de domination des hommes sur les femmes, qui a été extrêmement valorisé à travers l'histoire. Il y a Olivia Gazalet notamment avec son ouvrage sur le mythe de la virilité qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a montré comment ça a été un idéal normatif, l'homme viril et dominant par rapport aux femmes. Et le problème, c'est qu'on éduque encore les hommes de cette façon. Alors on s'en rend pas toujours compte parce qu'effectivement ça fait partie de nos schémas culturels qui sont là depuis très longtemps. Je pense que l'important, c'est de s'en rendre compte déjà, de comment est-ce que ça se transmet. Et puis surtout, s'il le faut, voilà, de rappeler qu'il n'y a pas de fatalité, que les hommes ne sont pas violents par nature. Et heureusement, il y a des hommes qui sont pacifiques toute leur vie, comme des femmes qui sont capables de violence. C'est pas lié à notre sexe, c'est lié à l'éducation et à la culture dans laquelle on baigne. Ça fait réfléchir parce qu'on se dit 2025, on a quand même un travail des féministes qui date pas d'hier, qui commence à avoir un peu de poids dans la société. On parle du non-genré, on a le droit d'être qui on veut, comme on veut, etc. Et malgré cela, ça continue dans l'éducation au quotidien, dans nos maisons. On continue de faire porter le poids de la masculinité aux petits garçons et le poids de la féminité aux petites filles. Oui, alors effectivement, le travail des féministes, maintenant, en quelques décennies, elles ont quand même réussi à faire des miracles, c'est-à-dire qu'on ait les mêmes droits que les hommes, donc c'est pas rien, c'est pas tombé du ciel. C'est une lutte. Exactement. Mais par contre, moi, si j'ai voulu travailler sur cette question de l'éducation des hommes et des hommes, c'est parce que j'étais assez frustrée dans les associations féministes ou le travail féministe que j'ai pu faire, mais même dans mon travail universitaire, c'est-à-dire qu'on met beaucoup en avant ce qu'ont fait les femmes à travers l'histoire pour gagner des droits. Et moi, je me disais, il manque quand même un pan de l'équation, quid des hommes, parce qu'ils sont quand même les premiers responsables des violences sexistes. Et si on tire le fil, on se rend compte qu'ils sont responsables non seulement de l'immense majorité des violences sexistes, mais aussi de tous les types de violences. Voilà, moi, par exemple, je suis partie d'une statistique qui est que la population carcérale masculine représente 96,3% du total. Ça, c'est en France. En France. Mais c'est à peu près pareil dans tous les pays du monde. Alors, la population carcérale féminine, ce coup-ci la plus élevée au monde, est celle de Hong Kong et ne représente que 20% du total. Donc, ce différentiel existe quoi qu'il arrive. Voilà, même dans un pays où les femmes sont très violentes par rapport aux autres. Et encore, je suis allée voir effectivement pourquoi est-ce qu'à Hong Kong, par exemple, les femmes sont un peu plus surreprésentées qu'ailleurs. Et c'est parce que elles sont souvent utilisées dans des trafics de drogue comme mules, et notamment par des trafics qui sont tenus par des hommes. Et c'est vrai que ça, il y a pas mal de professionnels de la justice qui me disent aussi que si la violence des hommes baissait, celle des femmes baisserait aussi. Parce que par exemple, en France, là, les femmes qui vont se retrouver en prison, donc ça va être pour les actes vraiment les plus graves, ça va être pour certaines d'entre elles un homicide de leur conjoint dans une situation de violence conjugale. On en a eu plusieurs exemples. Donc ce serait aussi bénéfique, ça ferait baisser le taux de violence des hommes évidemment, mais aussi des femmes. Je te propose un petit jeu très simple, j'aime ou j'aime pas. D'accord. Bien évidemment, j'ai choisi des sujets qui vont t'amener à une petite réflexion et je te propose de te faire plaisir et de nous dire ce que t'en penses. D'accord. Le barbecue. Alors moi je suis végétarienne. Donc tu n'aimes pas. Enfin, on peut faire des légumes au barbecue. C'est vrai. Alors, je comprends que gustativement, on préfère le barbecue avec de la viande, mais c'est vrai que là, c'est le sujet de l'écologie et de la virilité. Et il y a des études qui montrent que les hommes mangeraient 2 fois plus de viande que les femmes, alors qu'ils n'en ont pas plus besoin, ce serait peut-être même l'inverse. Et pourtant, ils n'ont pas leurs règles, ils n'ont pas besoin autant de viande rouge que nous. Voilà, exactement. La viande est culturellement liée à une image de virilité, de force. On mange l'animal, on mange un animal mort, enfin bon, voilà, qu'on a juste acheté au supermarché, mais bon, ça c'est une autre histoire. On va plus à la chasse, ça arrive, il y en a quelques-uns qui vont, mais ça devient plus rare. C'est vrai. Et le problème, c'est qu'on sait aujourd'hui que la viande est une des industries les plus polluantes au monde, et c'est vrai que virilité et respect du vivant et de l'environnement font pas toujours bon ménage. Donc là, il y a cette question de la viande, mais aussi la conduite automobile, ou je sais pas, faire ses courses avec un sac en tissu réutilisable, enfin voilà. On sait que les femmes s'impliquent beaucoup plus dans les questions d'écologie, et notamment dans les foyers que les hommes. Pour rester dans la même dynamique, même si le sujet change, ça va te parler aussi, le foot.
Alors le sport en tant que tel, voilà, moi ça m'arrive aussi d'en regarder. Après c'est évident qu'il y a quand même un petit problème sur notamment ce que ça peut véhiculer aux hommes, aux garçons, et on le voit hein, les soirs de matchs de foot, la violence qui peut s'exprimer envers une autre équipe, mais en plus cette violence c'est même quand sa propre équipe a gagné. Il y a aussi des études qui montrent que ces soirs-là, les violences conjugales augmentent dans les foyers, que l'équipe perde ou que l'équipe gagne. Oui, c'est pas je suis énervée donc je me permets des choses inacceptables. Non, c'est ça, exactement. Et donc effectivement, dans les sports d'équipe, dans les sports où on affronte les autres, évidemment qu'on est dans une confrontation à l'autre et une valorisation de la domination des autres. Dans le foot féminin, il n'y a pas de drame en sortie de match. Mais voilà, en fait, c'est toute la question, c'est-à-dire que c'est comme tout, c'est pas le foot en tant que tel, c'est ce que le foot peut véhiculer et la façon dont les hommes ou là les femmes vont s'emparer des valeurs et transmettre ou voilà. Et effectivement, les femmes, on est beaucoup moins éduquées à avoir des rapports de domination qui se traduisent par de l'agressivité envers les autres. Enfin, on peut penser à Zidane et son coup de boule. Enfin, c'est surréaliste, quoi. L'éducation positive. Alors, non mais je ne dis choisis que des sujets où tu vas sourire à chaque fois, mais... Alors je pense que ça dépend ce qu'on entend par là. Moi je dirais qu'une éducation positive, ça donne envie. Positive, forcément ça n'a pas l'air négatif. Si on parle d'éducation peut-être plus non genrée, parce que c'est souvent ce terme qu'on emploie, je trouve que c'est un bon premier pas de déconstruction des stéréotypes, etc. Par contre moi ce qui me gêne, c'est que cette éducation elle va aussi pousser les filles à avoir des changements de comportement. C'est-à-dire qu'on va aussi pousser les filles à, je sais pas, jouer avec des petites voitures, avec des jeux de garçons. On n'aura pas de mal d'ailleurs à les pousser à faire ça. Ou alors si tu veux jouer au foot, il n'y a pas de problème. En fait, on pense beaucoup l'égalité en remettant en question l'éducation des petites filles. Par contre, là où il y a un tabou encore aujourd'hui, c'est de se poser la question de l'éducation des petits garçons. Et c'est vrai qu'on a encore du mal, plus de mal en tout cas, à pousser les garçons à jouer avec des jeux qu'on va considérer comme féminins. Et pourtant, moi ce que je constate dans mon travail et dans mes statistiques, c'est que l'éducation qu'on donne aux filles construit des êtres beaucoup plus aptes à vivre en société. Et donc, pour moi, une éducation qui serait réellement positive serait une éducation dans laquelle on pousserait davantage les garçons à se comporter comme les filles. Alors je sais que quand je dis ça, souvent c'est un peu poil à gratter parce que on a dans l'idée qu'un homme ne doit surtout pas être une femme et qu'un garçon ne doit surtout pas être une fille et qu'il y a quelque chose finalement de méprisable à être une fille. Et c'est quand même grave quand on se dit ça parce que c'est ce qui va créer in fine des comportements sexistes. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à le faire de façon quasi systématique. Je prends par exemple le fait qu'on va ne pas offrir des t-shirts roses à des petits garçons, leur empêcher peut-être de porter des couettes, d'avoir des postures trop efféminées. On est très mal à l'aise avec ça. Pourtant, éduquer les garçons comme les filles revient à éduquer les garçons avec une éducation plus humaniste en fait, qui développe davantage l'empathie, l'autogestion des sentiments, une meilleure communication, tout ce qu'on fait déjà avec les filles, avec les femmes, avec 50% de la population, et qui a des effets tellement plus positif sur l'ensemble de la société. C'est quand même important de se poser cette question-là. Mais quand on met dans une pièce des jouets, des voitures, des poupées, etc., les enfants, quand ils vont rentrer, je dis pas qu'aucun garçon n'ira jouer à la poupée et qu'aucune fille n'ira toucher les petites voitures. Mais majoritairement, les petits garçons vont aller, même à 2 ans, ils vont aller vers les voitures, vers les jeux de construction. Et les filles vont aller vers les poupées. Enfin, c'est une maison avec des petits garçons, c'est une maison où il y a plus de bruit, qui est plus mouvementée qu'une maison où il y a des petites filles. C'est quand même une réalité. J'ai l'impression de dire des trucs horribles quand même. Non, alors c'est une réalité parce qu'à l'âge de 2 ans, les garçons et les filles, on a déjà été conditionnés par beaucoup de choses. Mais ça, on s'en rend pas toujours compte en tant qu'adulte. Par exemple, on sait que lorsqu'on a connaissance du sexe de notre bébé quand il est encore dans le ventre, on ne va pas du tout se projeter de la même façon. Avant que les enfants naissent, en fait, les attentes qu'on a envers eux sont différenciées si on sait qu'on va avoir un garçon ou une petite fille. Et dès les premiers jours de la naissance, alors qu'il n'y a pas de comportement différencié entre les garçons et les filles, les adultes vont se comporter de façon différenciée envers eux. Par exemple, un bébé qui pleure, si c'est une petite fille, on va aller très vite la consoler, alors qu'un petit garçon, on se dit qu'on va peut-être le laisser un peu pleurer plus longtemps, que ça va lui faire les poumons. Exactement, comme disaient nos grands-mères. C'est ça. Puis on va aussi interpréter ses pleurs pas de la même façon. On va se dire, bon, c'est de la colère, c'est du caractère, ce qu'on va valoriser chez le petit garçon. Et la petite fille, effectivement, on va la voir beaucoup plus vulnérable et on va se dire, elle est triste et donc on va la consoler beaucoup
plus, mais ça passe aussi par, voilà, on sait qu'on a des contacts physiques beaucoup plus toniques avec les petits garçons, donc on va valoriser leur force physique, alors que les bébés, si on prend 2 groupes de bébés, garçons-filles, on ne précise pas si ce sont des garçons et des filles aux adultes qui ont le même poids, la même taille, et on va leur dire, ceux-là sont des garçons, on va les trouver beaucoup plus costauds par exemple, même s'il y a des filles dans le groupe, enfin il y a des expériences qui ont été faites comme ça. Et puis oui, on est plus permissif avec les petits garçons, ils sont moins sanctionnés que pour les petites filles, on les prévient moins du danger, et tout ça, ça commence très tôt, même la violence dans les jeux des garçons. La voiture, on va se dire oui, c'est pas dangereux, mais en même temps, ça valorise la vitesse auprès des petits garçons. Au bout du compte, eh bien sur la route, 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route sont des hommes, ils représentent 78% des morts. Donc il y a aussi une valorisation, voilà, de la vitesse qui est pas sans conséquence, mais on va se dire oui, c'est innocent, c'est des petits enfants, mais voilà, il faut se dire que tout cela, voilà, va créer quand même un continuum avec les futurs agissements qui seront plus grands. Moi, je veux croire que l'éducation, ça peut être une solution, mais avec ce que tu nous expliques là, je me rends bien compte que on est nous-mêmes victimes de ces images qui sont véhiculées par la société, c'est dans notre culture. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à élever des petits garçons avec une éducation neutre, des petites filles aussi bien sûr, enfin une éducation donc humaniste, comme moi, tu dis, parce qu'en fait c'est ça, c'est on veut pas des hommes ou des femmes, on veut des humains bons. Tout à fait. Par exemple, il y a des choses très simples qui devraient nous sauter aux yeux. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui encore, dans les catalogues de jeux, dans 90% des cas, lorsqu'il y a une arme, elle est tenue par un petit garçon. Comment est-ce que nous, les adultes, nous pouvons accepter que des jouets aient la forme d'une arme? Et donc, on voit bien qu'il y a une acculturation là qui se fait sous nos yeux à la violence envers les garçons. Et pourtant, c'est quelque chose que l'on accepte, qu'on ne remet pas en question, mais qui devrait toutes et tous nous choquer. C'est pareil dans les jeux vidéo extrêmement violents, les comportements des garçons entre eux à l'adolescence, ce mépris du féminin qu'on leur enseigne, voilà, à travers les attributs féminins qu'on leur empêche d'adopter. Enfin, c'est de prendre conscience, et on a beaucoup d'études, on est en train d'en parler, dans mon livre j'en cite plein. Ah, mais c'est ce que j'ai trouvé super dans ton livre, c'est que c'est pas un ressenti, c'est pas ton avis, c'est vraiment, il est documenté, franchement je vous conseille de le lire, il est documenté, il est chiffré, c'est des vraies études quoi, donc c'est pas un ressenti. Exactement, on a les études, on a les statistiques, on sait par quoi est-ce que ça passe, on a tous les outils, il suffit d'ouvrir les yeux, et je pense que de quantifier les conséquences néfastes, et là notamment avec cette approche économique et statistique qui parle aussi beaucoup aux hommes, c'est un bon outil en fait de sensibilisation, parce que c'est vrai que nous les féministes, quand on va parler de ces sujets-là, souvent on va dire ah mais limite vous êtes dans l'idéologie, non, là c'est factuel en fait, on a tous les outils théoriques et scientifiques pour le penser, donc sur d'autres sujets on le fait, enfin je sais pas, je pense à l'écologie, aux maladies, etc. Bon ben là, voilà, on a aussi les bagages théoriques pour pouvoir faire différemment, puis il n'y a pas de fatalité. Il y a quand même un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps de Marlène Schiappa et Mathias Savignac sur le fait que la santé a un sexe aussi. Même là, il y a une différence. Tout à fait. La santé a été pensée d'abord pour les hommes et sur le corps des hommes. Par exemple, les tests sur les médicaments sont faits sur le corps des hommes. Ou alors, on sait aujourd'hui que quand une femme fait un AVC, il me semble, ou une crise cardiaque, elle n'a pas tout à fait les mêmes symptômes que les hommes. Et pourtant, quand on va chercher dans les manuels et on va chercher voilà, de la documentation, eh bien les symptômes des femmes ne seront pas différents de ceux... Bah oui, voilà. Et le problème, c'est qu'on va passer à côté de l'identification de problèmes de santé des femmes, quoi. Et c'est grave quand même. Donc nous, on essaye quand même. Je trouve que la nouvelle génération essaye autant qu'elle peut. Moi, j'ai un grand garçon qui a 21 ans. J'ai pas acheté d'armes quand il était petit parce que c'était mon premier, j'étais très convaincue de plein de choses, etc. Mais enfin, ces petits yeux qui brillaient au magasin devant les fusils, je veux dire, je les ai quand même vus. Alors que moi-même, j'étais un peu alertée sur le sujet. Donc j'ai forcément fait aussi des choses qui lui ont dit que voilà, moi j'avais envie qu'il soit fort parce que je me disais que c'était pas de la virilité peut-être et de la violence, mais qu'il allait être capable de peut-être même défendre les femmes. Quelque part, c'est un mauvais message en fait. J'envoie un message de dire qu'elle est plus fragile que toi, elle a besoin de ton aide. Donc c'est contre qui qu'on défend les femmes aussi, c'est la question. Voilà.
Oui, alors après, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, alors déjà, moi, ce qui m'interpelle, c'est des yeux qui brillent d'un enfant devant des armes. Profondément, ça me choque. Toute la question, et c'est le sujet qui est abordé dans le livre Tu vas pas chialer comme une gonzesse, c'est que on pense que quand on éduque des garçons à être forts, et donc à ne pas être vulnérables, on construit des hommes forts. Et en fait, on fait tout l'inverse. C'est-à-dire que si on les prive de leur connexion à leur vulnérabilité, à leur empathie, à leur connexion aux autres, parce que c'est tout cela que permet le sentiment de vulnérabilité ou même de tristesse, voilà. En fait, on les coupe de capacité à s'adapter au monde. On les coupe de capacité à surmonter des événements aussi, que ce soit des deuils, que ce soit des événements graves, parce que ça fait partie de la vie. Oui, on en vit tous dans notre vie, quoi qu'il arrive et quel que soit notre sexe. Exactement. Et il y a beaucoup de conséquences dont on n'a pas toujours conscience. Ça va être aussi, on va les priver de certaines capacités, aptitudes scolaires, parce qu'il n'y a pas que les capacités intellectuelles qui nous permettent de réussir à l'école. Il y a aussi le fait de répondre aux attendus scolaires, de s'auto-réguler, réguler ses émotions, de communiquer avec les autres. Ça, on s'aperçoit que dans les classes, les petites filles ont déjà beaucoup plus de capacités comme ça que les petits garçons. Et puis le lien aux autres aussi, dans la famille, avec son amoureuse, avec sa compagne, avec sa famille, le fait de s'occuper des autres, parce que ça aussi, la parentalité, elle est extrêmement mal partagée entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas sans conséquence sur le marché du travail pour les femmes. Après, il faut quand même, si on parle du monde du travail, clairement, une femme, elle doit être au travail comme si elle n'avait pas d'enfant, elle doit être à la maison comme aussi si elle n'avait pas de travail. que si elle n'avait pas de travail. Ouais, enfin, ouais. Ça, c'est aussi un problème de la société et du monde du travail qui ne permet pas de vivre pleinement toutes nos vies. Voilà, les femmes travaillent, c'est une chose très positive pour l'indépendance économique. Sans ça, on ne peut pas être vraiment indépendante dans le monde dans lequel on vit. Par contre, en face, on n'a pas demandé aux hommes de prendre leur part sur les tâches parentales et ménagères. 70 à 80% de ces tâches-là sont encore sur les épaules des femmes. Donc effectivement que les femmes peuvent pas tout faire. Enfin, il y a un moment, on est des humaines, voilà. Donc il faut que chacun puisse prendre sa part pour qu'il y ait un équilibre. Et moi, aujourd'hui, ce dont j'ai envie, c'est qu'on pose la question: pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas plus impliqués dans la parentalité que les femmes? On va arrêter d'en demander aux femmes, je crois que là ça suffit, et on va se poser la question: comment est-ce qu'on fait pour que les hommes prennent leur part et que ce soit plus équilibré? Comme avec le congé parental qui est en train de changer, oui, où on va proposer voilà. qu'il soit partagé. Ouais. Et ce sera plus, jusqu'à présent, les hommes pouvaient le prendre, mais c'était pas, voilà, maintenant le temps sera partagé. Oui. C'est-à-dire que si on le veut sur la durée maximale, il faudra vraiment que chacun prenne sa part. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison que la mère devienne le parent par, pas défaut on va dire, mais le parent référent. C'est-à-dire que ce soit la seule à savoir où sont les médicaments, les couches, etc. À quelle heure il y a la gym, à quelle heure... Et que les pères aient du temps pour véritablement tisser des relations profondes avec leurs enfants. Ça, ce serait très beau. Et ce qui serait très beau aussi, c'est qu'on arrête, quand on compare un garçon à une fille, de dire que finalement c'est un peu méprisant dans la société, dans le langage courant, quand on dit qu'il se comporte comme une fille. En général, c'est pas pour faire des compliments. Non, c'est pas. Et une fille, quand on dit qu'elle se comporte comme un garçon, là c'est plutôt un compliment. C'est étonnant ça aussi. Et oui, parce qu'il n'y a pas de raison en vrai. Bah parce que le masculin est valorisé. Là où le féminin est toujours dévalorisé, on le voit bien par exemple. Mais dans des chiffres, ça se traduit de façon très concrète. Le fait que le travail des femmes soit moins rémunéré que celui des hommes à travail égal, c'est parce que je pense aussi que nos vies ont moins de valeur. Une femme qui meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon, moi je me demande juste comment est-ce que la société réagirait s'il s'agissait d'hommes. Je pense qu'avec ces études, c'est montré que si on continue à encourager les filles à se comporter comme les garçons et dévaloriser le fait que des garçons puissent se comporter... En fait, on fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on se rend bien compte que l'éducation qu'on donne aux filles, et donc cette éducation plus humaniste, est bénéfique pour toutes et tous, et bénéfique aussi pour les hommes. C'est aussi ce que je montre dans mon livre, c'est que toujours se montrer fort, être viril, dominant, ça a des coûts. Par exemple, si on prend la question des prises de risques, il y a des études, donc une étude de l'OCDE notamment, qui montre que déjà à l'âge de 14 ans, les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. Encore aujourd'hui, les cancers liés à des comportements addictifs de tabac, d'alcool concernent des hommes. Sur la route, on l'a dit, 78% des morts sont des hommes. Et si on prend les hommes, la population des hommes dans son entièreté, ils ont 2 à 3 fois plus de risque de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque. Donc je pense qu'il faut aussi que les hommes prennent conscience du coût qu'ils paient
à cette virilité. Donc en fait, oui, il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Je voudrais juste terminer avec ce sujet, éduquer autrement finalement les garçons. C'est pas seulement un combat féministe, hein, c'est aussi une urgence économique et sociale. Et dans mon j'aime ou j'aime pas tout à l'heure, il y en avait une que j'ai sautée de questions parce que je me dis finalement ça coulait bien avec la suite de l'interview, mais on va finir avec ça. Et si on mettait une femme à la tête de l'État? Est-ce que ça changerait quelque chose? Elle est peut-être là, la solution. Il faut aller voir Emmanuel Macron, Lucille, il faut que tu lui en parles. Alors, il faudrait que ce soit une femme, oui, mais à condition qu'elle ait pu conserver toutes ces valeurs humanistes que l'éducation qu'on lui a donnée, si on l'a éduquée comme une petite fille, qu'elle ait pu les conserver. Parce que c'est vrai que dans le monde du travail et dans le monde du pouvoir, c'est ça aussi le problème, c'est que pour faire sa place, il faut que les femmes parfois se montrent dures et même se montrent davantage plus autoritaires que les hommes. Parce que c'est le référentiel et que nous, on ne le représente pas quelque part. Il va falloir endosser ce costume. Par contre, si effectivement on laisse la possibilité aux femmes que leur éducation leur a donné de positif, on a des études qui montrent que plus les femmes sont impliquées dans les négociations de paix, plus la paix va durer longtemps que lorsqu'il n'y a que des hommes qui la négocient. Parce que les femmes, elles vont penser à certains aspects, on ne pense pas les hommes. Et notamment l'implication des populations, des femmes, des enfants. Elles ont un rapport beaucoup plus empathique, on va dire, et elles vont davantage creuser sur des solutions durables que les hommes. Ben écoutez, merci beaucoup Lucille. Je rappelle quand même les 2 livres. Alors, Le coup de la virilité, ça c'est aux éditions Michel Lafon, et il y a dedans des très belles illustrations qui montrent de manière très claire la situation. Ça fait même un peu peur, mais ça fait réfléchir. Et ça, c'est le petit dernier. Ouais. Tu vas pas chialer comme une gonzesse, déjà rien que le titre, on aura bien compris. Forcément, ça véhicule un message très très clair dès le départ. Et alors là, c'est j'ai pas aux éditions La Meute. Merci beaucoup Lucille. Et ben écoutez, je vous souhaite de bien réfléchir à toutes ces grandes questions et de vous demander si chez vous, vous arrivez à éduquer de la même façon, avec beaucoup de cœur et d'humanité, vos petites filles et vos petits garçons.